de lien. Est-ce que vous aussi au Congo central, est-ce que c'est interdit que vous soyez autorité là-bas, de dire que non, vous êtes mes frères de sang? Non, c'est juste de la dialectique. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est comme un homme marié qui divorce de sa femme et que là où la femme va, la femme est bien. L'homme va toujours chercher à... Ça va l'énerver, ça va toujours chercher à trouver quelque chose. Comme on dit... De partout où vous nous suivez, c'est une grâce de commencer l'année avec un serviteur de Dieu. Nous sommes bel et bien en 2022, au mois de janvier. Nous allons parler d'actualité, nous allons faire une rétrospective de l'année qui vient de s'achever. Et pour le faire, l'idéal, avec un analyste et en même temps un serviteur de Dieu. Papa Christophe Kisolokele Tusimbana, nous vous saluons. Meilleurs vœux et bonne année. Merci beaucoup, Papa Symphorien. Merci pour les vœux que je vous réitère d'ailleurs. Et vraiment, je souhaite que 2022 soit une année prospère pour tout le monde. Papa, en 2021, nous avons fait une très belle émission où nous avons parlé de ce qui s'est passé en 2021. Il y a eu beaucoup d'appels. Et cette année, nous reprenons avec vous cet élan. De vous à nous, 2021 pour la RDC, était-elle une bonne année, une mauvaise année, un bilan mitigé, selon vous? Je pense que elle a été bonne et tout n'était pas parfait. Il y a eu beaucoup de problèmes aussi. Donc, on peut parler d'un bilan généralement mitigé, mais je pense que, en tout cas, il y avait des bons côtés, il y avait des belles réussites et il y avait aussi des échecs. Il y avait aussi des échecs. Papa, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire en 2022 pour que nous ne puissions pas ressembler en 2021, selon vous, dans tout le domaine? Selon vous, qu'est-ce que nous ne devrions pas faire pour cette année, pour que cette année ne soit pas semblable à 2021 pour la République démocratique du Congo? Pour moi, si on parle de la République démocratique du Congo, qui est un pays en construction, hein, nous sommes en train de construire ce pays. Pour moi, c'est que je dis ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre l'homme, l'être humain, le Congolais, et le remettre au centre de toutes les préoccupations, au centre du développement. Donc à partir de ce moment-là, nous connaissons les desiderata de cette population, et à partir de là, nous accomplissons nos projets, nos programmes, nos idées en fonction, sur base de la connaissance de ces desiderata-là. Nous allons commencer avec un tout premier point, la visite du chef de l'État dans l'espace Grand Kasaï. Beaucoup de gens se sont plaints, le chef de l'État ne va pas dans le Grand Kasaï, il ne prend pas en considération ses propres frères. Pourquoi? Il y a une frange de l'opinion qui pense que s'il est plus à côté de ses frères, s'il parle plus en Tsholuba, c'est démontrer du tribalisme. Le chef de l'État est allé dans son terroir. Quelle analyse faites-vous de cette tournée dans le Grand Kasaï, lui qui est de l'espace Grand Kasaï? Vous savez, pour moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème du tout, pour la simple raison que chaque être humain a besoin d'avoir des racines, des origines. Là où, sur ces racines-là, il peut s'appuyer pour
pour mieux resplendir sur... Mais on l'accuse que c'est une maladresse. Par exemple, dire que vous êtes mes frères de sang, de lien. Est-ce que vous aussi au Congo central, est-ce que c'est interdit que vous soyez autorité là-bas de dire que non, vous êtes mes frères de sang? Non, c'est juste de la dialectique. Vous savez, le problème c'est quoi? C'est comme un homme marié qui divorce de sa femme et que là où la femme va, la femme est bien. L'homme va toujours chercher à... Ça va l'énerver, ça va toujours chercher à trouver quelque chose. Comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Donc ça veut dire, on cherche n'importe quelle raison pour développer quelque chose de mal. Je crois que dans le cœur des enfants du bon Dieu, dans les vrais enfants de Dieu, on ne cherche pas les raisons d'haïr. On ne cherche pas les raisons de diviser. On ne cherche pas les raisons de se tuer. On cherche les raisons de construire, de développer le vivre ensemble, de développer l'amour. Donc, c'est comme un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Il y a des gens qui vont choisir le verre à moitié vide. Mais pour les gens qui sont optimistes, qui ont de la projection, eux, ils vont choisir le verre à moitié plein. C'est juste le regard qui change. Qu'ils disent à l'espace Grand Kassai que vous êtes mes frères de sang, ça n'empêche pas qu'on soit frères. Est-ce que c'est faux de dire à vos frères non, que, par exemple, c'est pas faux. Les Kisoloke, les Diangenda, les enfants de Papa Simo Kimbangu, que vous êtes mes frères et sœurs de sang? Est-ce que c'est faux? Non, c'est ça le problème. Je dis que c'est pas faux. Mais maintenant, le problème, c'est que c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit de la personne qui prend ça, qui écoute. Quand on est animé de haine, de méchanceté, de calcul, de tout ça, c'est normal que n'importe quelle information puisse être déformée. Mais quand on est animé de bonne foi, d'amour et tout, on trouvera normal que le président Félix dise à tous les habitants de l'espace Grand Kassai que ce sont ses frères de sang. Comme il peut aussi dire, il peut aussi, parce que dans l'espace Grand Kassai, il n'y a pas que des Balouba. Il y a les Tétés là, il y a les Basongue et les autres. Mais il peut aussi dire à ses frères loubables, leur dire que vous êtes mes frères de sang. Ça ne dérange pas, même aux Congolais. Vous êtes tous mes frères de sang parce que nous partageons un espace. Cet espace nous appartient. Il peut le dire. Maintenant, ça dépend de la personne qui écoute. Qu'est-ce qu'il va faire. Joseph, en Égypte, autorité, voit ses frères. Il pleure même. Est-ce de la faiblesse d'avoir des frissons quand on est devant ses frères parce qu'on est autorité? Parce que quelque part, on pouvait dire c'était cette frisson, sympathie de dire que je viens de là, j'ai grandi avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai habité presque les mêmes cases. Je pense même que quelqu'un qui n'a pas de racines, qui n'a pas d'attache, moi j'aurais tendance à avoir peur. Ok. Moi, personnellement, j'aurais tendance à avoir peur. Moi, j'aime que les gens aient des racines. Dire que telle personne vient de tel endroit, telle personne est de tel village. Pas pour nous séparer, mais pour montrer pour montrer notre diversité dans une union. C'est important. Mais pourquoi on veut dire que quand on devient chef, on ne doit pas penser à ses frères? On dit qu'on est le président de tous les Congolais, donc on ne doit pas avoir des partis. Là, il y a amalgame, c'est clair. Il y a amalgame. Être le président de tous les Congolais ne veut pas dire qu'on n'appartienne pas à une famille. Donc si vous aimez bien, par exemple, manger les makemba, vous ne pouvez plus manger les makemba. Non, justement, vous ne voulez pas manger les nkovia. Il faut pas ramener le débat à ce niveau-là. Donc vous êtes autorité, vous êtes membre chef de l'église kimbanguiste. Comme vous êtes président, vous ne pouvez pas afficher que vous êtes de l'église kimbanguiste à tout le monde parce que vous êtes chrétien, des musulmans, des catholiques. Non. C'est ça le problème. On fait un distinguo entre la personne du président de la République et la personne de l'être qui représente le président de la République. C'est deux notions différentes. Parce que le président de la République, c'est une fonction. Et l'être qui représente le président, c'est un être humain. Donc, partant de là, on ne peut pas dire, on ne peut pas accuser quelqu'un d'un délit
d'un défaut d'appartenance. On appartient tous à quelque chose, à une famille, à un clan, à un village, à une province et à un pays. C'est comme une controverse qui a existé lors de l'année 2021 autour du chef de l'État de sceller avec sa famille le cadeau qu'il fait à sa femme d'un bouquet de fleurs caché derrière la porte. C'est une marque de faiblesse. Vous, en tant que chef de l'État, en tant qu'autorité même de l'Église catholique, vous ne pouvez plus avoir une vie de famille, vivre avec votre famille comme vous le vivez tout le temps. Encore là, c'est juste... C'est juste un problème de regard, de vision, hein, d'état d'esprit. C'est tout ça, un problème d'état d'esprit. S'il n'y a pas tous ces problèmes politiques, les gens vivraient normalement, parce que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, on voit un président de la République qui peut offrir un cadeau à sa femme, on voit un président de la République qui peut prendre son avion pour aller voir sa fille. Je parle du président Mitterrand qui allait voir sa fille Mazarine qui était au Maroc. On n'en a pas fait. Et pourtant, Barack Obama venir voir sa grand-mère. Sa grand-mère au Kenya. L'amener jusqu'à dans la Maison Blanche. Dans la Maison Blanche. C'est pas un problème, c'est juste un état d'esprit. Les Bush faire valoir les Texas, tous les 3 Bush, parce que c'était chez eux. Mais moi, j'ai vécu longtemps au Canada, donc je connais à peu près les mœurs politiques. Moi, je sais, nous avons eu un premier ministre canadien qui s'appelait Jean Chrétien. Jean Chrétien, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est devenu Premier ministre, il a tout fait. Hein? Il a tout fait pour développer sa région qui était pauvre. Il a tout fait, il a emmené les investisseurs, ils ont vraiment fait... Mais c'est du tribalisme, au détriment d'autres provinces. Non, il y a un programme pour tout. Mais là-bas, il est plus impliqué. Sa source, là où il vient, il faut que ça soit bien. Tout le monde se plaint ici. Quand vous allez dans certaines provinces, dans certains villages, vous vous dites, oh, mais comment un responsable qui a été en poste, il était ministre, il était DG, il avait eu l'occasion d'avoir de l'argent, de l'opportunité, n'a même pas construit une maison dans son... Vous vous plaignez pour ça. Il a construit à Kinshasa, mais dans son village, rien du tout. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous aimez, vous faites confiance aux gens qui ont des racines. Parce qu'ils se disent, quelqu'un qui construit chez lui au village, il sera capable de construire aussi pour nous, partout où nous sommes. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Papa Christophe Kisolo Keletu Simbana. Il est analyste, serviteur de Dieu. Nous débutons une nouvelle année, l'année 2022. C'est une grâce parce que nous le débutons avec un serviteur de Dieu, le petit-fils de Papa Simon Kimbaou. Papa, nous arrivons au second point de nos échanges. Le chef de l'État arrive dans les provinces, dans l'espace Kasaï. Nous sommes tous dépités. Dépités dans quel sens? Pas de route, pas d'infrastructure, les déplacements difficiles, pas d'eau, pas de courant, pas de développement dans nos provinces. Donc ça suscite un débat. Il n'y a pas de développement dans nos provinces. Depuis Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila et actuellement nous avons Félix Tshisekedi, nous avons un constat alarmant. Nos provinces ne sont pas développées à majorité. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème de management politique. Ceux qui gèrent les provinces n'ont pas cette vision de développer les provinces. Est-ce aussi un problème de notion d'entrepreneuriat? Ceux qui vivent dans ces provinces-là n'ont pas la capacité d'avoir des initiatives privées pour développer des entreprises, développer des projets à impact visible pour le développement. Qu'est-ce que vous pensez, Papa Christophe? Je pense que c'est vrai, tout ce que vous avez dit, est valable. Dans le sens qu'il y a un déficit entrepreneurial, ça c'est clair. Et puis, ce manque de leadership au niveau des provinces qui fait que ça retarde un peu, puis tous les autres problèmes endémiques. Mais le problème aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de l'émission,
J'ai parlé de la RDC comme un pays en construction. C'est comme quand on bâtit une maison. On commence par la fondation. Et puis, on passe par l'élévation des murs. Et puis, on met la toiture. Et tout ça, on l'habille. C'est qu'on est censé faire. Nous avons eu que des petits coups de démarrage. Et puis après, ça n'a pas fonctionné. Donc, on est resté toujours au niveau de la fondation. On n'a pas pu élever les murs. Et la répercussion, justement, va jusque dans nos provinces. C'est pourquoi les provinces ne sont pas... nos provinces sont dans l'état où elles sont maintenant. Et justement, on revient encore à cette problématique-là que vous avez posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous choque en Mbuji-Mayi qu'il n'y ait pas de courant? Est-ce que c'est la seule partie de ce pays-là où il n'y a pas ces infrastructures-là? Pourquoi ça vous choque aujourd'hui? Si ça vous choque, c'est parce que vous considérez que le président vient de là, il aurait pu donner un coup de pouce dès le départ pour aider la province. C'est ce qui vous choque. Donc on revient au fait qu'on appartient à une famille, à un clan, à une contrée, à une province, à un pays. Donc c'est bien. Moi je pense que c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes sont malheureusement jugées. Il y a eu des erreurs peut-être et tout, mais on ne peut pas prendre le bébé et l'eau du bébé l'eau avec laquelle on a lavé le bébé et jeter le tout en disant que le bébé a produit cette eau qui est sale, donc le bébé est sale et puis on jette tout. C'est ça le problème. Comme on prend l'exemple du Premier ministre Matata Ponyo. Il a construit Kindu. Et est-ce que c'est le seul Premier ministre qu'on ait dans ce pays? Et si chacun des Premiers ministres s'était arrangé pour construire son coin, on aurait eu combien de coins développés? Parce qu'il a développé Kindu en l'espace de 5 ans, je pense. Oui. En 5 ans, il a développé. Mais papa, il y a une problématique. La première génération des enfants de politiciens, la plupart ont été envoyés en pensionnat dans des familles d'accueil. Tous ces grands dignitaires de l'époque de Lumumba, Mobutu, même Kasavubu, la plupart ont grandi en Europe, n'ayant aucun lien avec leur province d'origine. Et après, quand ils tombent dans ce panneau du Belge de l'époque, il faut acheter des villas à l'étranger. Nous l'avons vu avec Mobutu, beaucoup de dignitaires acheter, investir à l'étranger. Donc il y a toute une génération qui n'ont pas pu construire chez eux quand ils en avaient les moyens. Maintenant, cette nouvelle génération qui arrive fait qu'il n'y a pas de repère. Quand on va à Kindu, il n'y a pas que Matata Ponyo comme ministre qui est passé ou Premier ministre. Il y a eu aussi ceux de ce coin-là. Et sur le plan entrepreneurial, par exemple, le Kasaï comptait les plus grands diamantaires avec des millions de dollars à l'époque. De l'argent parce qu'il n'y avait pas de bancarisation. Vous allez voir quelqu'un circuler avec des millions et des millions de dollars dans sa coffre de voiture Mazda parce qu'il a vendu des diamants. Mais par rapport à tout ce cocktail, comment on n'arrive pas à développer nos provinces et la délégation de foi du chef de l'État n'a pas un endroit où dormir. Et c'est le constat partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous pose cette question parce que vous, par vos parents, par la lignée de vos parents, vous connaissez l'histoire de ce pays et vous avez aussi l'avantage d'être intellectuel et d'être formé aussi à l'Occident. De votre savoir, comment changer cette situation? Où ça bloque? Où ça bloque? Parce que ça ne date pas d'hier, la situation de nos provinces. Vous arrivez par exemple le barrage Chutz-Katende. Tous les matériaux acquis, achetés, mais bloqués au Katanga. Et quand ça arrive, c'est après des années, même le mandat de l'ancien chef de l'État est déjà terminé. Le chef de l'État donne des missions à ses collaborateurs, conseillers, ainsi de suite. Ils vont faire maintenant des suivis, des missions, lorsque le chef de l'État se déplace. Et les ministres même, chacun a des attributions, mais personne ne veut appliquer ces attributions. Par rapport à votre manière de voir des choses, comment la situation peut changer? Par où commencer à toucher? Parce que quelque part, vous êtes aussi de la diaspora. Oui, je suis aussi issu de la diaspora, bien que j'ai fait mes études en partie ici et en partie à l'étranger. Mais je me dis que ce problème-là est d'abord un problème d'homme.
Hein, c'est vraiment un problème d'homme d'abord. Donc, moi, ce que je recherche, c'est un leadership. Nous voulons un leadership assez fort pour que ça puisse emmener le développement. C'est ça. Donc moi, je reviens à l'être humain, à l'homme qui soit placé, la bonne personne au bon endroit, au bon poste en fait, pour faire fonctionner les choses. Parce qu'aujourd'hui, quelquefois, nous faisons l'apologie de la médiocrité. Et ça, c'est un problème. Parce que ces médiocres-là nous représentent. Ils nous représentent. Ils sont censés porter nos valeurs. Or, la réalité, ils n'ont pas des bonnes valeurs. C'est des médiocres. Donc aujourd'hui, la vision serait de changer. On regarde, prenons la vision du chef de l'État actuel. Il a une vision d'ouverture, il a vécu à l'étranger. Moi, je dis ça en lingala nyongwamisu. Hein? On a vu ce qui se passe en Europe. On s'est vu insulté par les Occidentaux, par les Blancs qui nous traitaient parfois comme des êtres inférieurs, qui nous disaient que rentrez chez vous, vous allez vivre sur des arbres et tout ça. Normalement, toute personne sensée doit se révolter. Il doit venir pour construire son pays, pour que son pays devienne aussi développé, sinon plus développé que l'Occident. Ça, Nyongwa Poto, on paye. C'est comme ça qu'on va payer cette dette-là. Je regarde ce que essaye de faire le chef de l'État. Justement, ça prouve à dessein que les idées sont là. Mais nous sommes butés à un problème. Qui vont animer, qui vont rendre, les personnes qui sont censées rendre possible ces idées, ces rêves, ne sont pas là. Simplement. Et ça me renvoie au président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila avait dit, si j'avais 15 personnes animées de bonnes intentions, on aurait pu faire de miracles dans ce pays. Donc, ça veut dire qu'il a réclamé 15 personnes, 15 bonnes personnes. Et ça se voit aujourd'hui avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il essaye, il a des idées, il y a des bonnes initiatives. Mais pour donner forme à ces initiatives, il y a un problème d'homme. Et c'est ce qui fait que toute la machine est bloquée à cause de ça, à cause de ces personnes qui sont médiocres. On ne peut plus continuer avec des personnes médiocres comme ça. Il faut que les choses changent, sinon on donne les mauvais exemples jusqu'aux petits, aux huissiers, à qui on donne de l'argent pour entrer. On donne cette éducation-là jusqu'aux huissiers. Il faut que ça change. Et pour changer, il faut qu'à part le chef de l'État qui donne des idées, qui émet des pensées, des rêves, il faut que la suite puisse être capable de reproduire, de retranscrire ces rêves-là en réalité, de transformer en réalité. Et c'est là où ça bloque. On n'arrive pas à changer, à transformer des rêves, que ça devienne réalité. C'est là où ça bloque. Et c'est ce qui nous emmène dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Très sincèrement, la tournée du chef de l'État dans l'espace Kassai, il y a certains de ces détracteurs qui disent que c'est une campagne déguisée. Est-ce que vous partagez le même avis que ces détracteurs? Est-ce que aller rendre visite à des frères et sœurs fait que c'est une campagne électorale, même s'il a déclaré que lui-même sera il sera candidat à sa réélection en 2023? Bon, ça c'est mon point de vue. Mon point de vue, on ne peut pas reprocher à un politicien de faire de la campagne. D'ailleurs, même quand on est président, moi je pense que le jour 1 de la présidence, la campagne électorale commence déjà pour les prochaines échéances. Ce n'est pas la première fois qu'il part en tournée. Il a été dans l'espace Est. Donc c'est un secret de polichinelle. Donc c'est tout à fait normal que... C'est normal, nous sommes en politique. Vous vous étonnez que le président essaye valoir ses idées. De séduire et tout. Mais c'est son travail justement. Nous maintenant, qui le regardons, nous avons aussi le droit de dire oui, nous voulons ça, nous voulons avoir ça, et qu'il fasse cet effort-là de nous séduire en nous donnant ça. Si tu aimes une femme, qu'est-ce que tu fais? Tu lui offres des cadeaux, il te demande, ça te lui donne pour la séduire.
pour la séduire, considérant que l'espace RDC, c'est une femme. Et que le président Félix Tshisekedi, c'est le mari. Il veut nous séduire, il est obligé de nous flatter, de nous donner, d'accompagner, de créer un espace sécuritaire, de nous donner à manger, de nous donner à boire, de nous donner aussi de l'espoir, parce que ça aussi, ça construit un peuple, de l'espoir. Savoir que demain va être meilleur qu'aujourd'hui, ça aussi, c'est une construction mentale qui permet aux gens, aux populations de tenir. Donc, il a ce devoir-là, il a ce devoir de nous plaire. Quand vous aimez une femme et vous ne voulez pas la plaire, vous ne voulez pas offrir des cadeaux, vous êtes méchant, la femme à la fin va dire, cet homme ne s'intéresse pas à moi, ne fût-ce que par amour, par respect, il ne le fait pas. Il montre comme s'il est en terrain conquis, il n'a pas besoin de me draguer. Alors, à ce cas-là, ne vous étonnez pas qu'à la fin, qu'il y ait un non. Mais lui, en tant que président, je pense qu'il essaie de faire ce qu'il a à faire, c'est tout. Et un élément qu'on a constaté, à chaque fois, le président avait préparé un discours pour parler à la population, mais il était buté à la position de la population qui voulait directement le poser la question. Redevabilité directe. Le dire, les problèmes, les déshydratats, même accusés. Nous remarquons que la population veut directement exprimer ses doléances directes au chef de l'État. Est-ce que c'est une bonne procédure? Est-ce que c'est aussi une bonne procédure que le chef de l'État a affiché de les écouter et d'essayer de les répondre directement parce qu'il a été voté par cette population-là? Je pense que à situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle aussi. Ça, c'est une réponse exceptionnelle. Parce que la situation est justement exceptionnelle, ce qui se passe. Alors, on se dit qu'en passant par les échelons normaux, nous n'arrivons pas à atteindre le président, on va aller directement auprès du président. Est-ce que écouter la population, c'est bien? Je dis oui, c'est une marque d'humilité. Même en accusant les gouverneurs, les ministres, bien sûr. les conseillers. Non, moi je parle du point de vue du président. Non, la population qui écouter la population, c'est une marque d'humilité et c'est une marque de... c'est un responsable. On est responsable, on écoute la population. Mais il est face à ses responsabilités. Il est face à ses responsabilités. Et quand la population accuse des autorités, c'est la population qui parle, c'est la masse. On ne sait pas qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. C'est pourquoi ça demande à reculons, on demande aux gens, on demande à son équipe, on demande aux personnes qui sont habilitées, comme l'IGF, par exemple, et comme d'autres structures qui font la police. On leur demande de vérifier ces informations-là, ces allégations-là, et après avoir vérifié ces allégations-là, les décisions peuvent suivre, et puis la population, à travers les députés provinciaux, ils ont la capacité, à travers les députés provinciaux, ils ont la capacité de faire tomber un gouverneur. Mais comment expliquer que lui, le chef de l'État, qui est le président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, quand la population vient vers lui, il le répond. Mais vous remarquerez, quand la population, les délégués syndicaux, la population, les fonctionnaires, les médecins, ainsi de suite, veulent entrer en contact directement avec leur chef de tutelle, ministre, conseiller, ainsi de suite, DG, soit on envoie la police, soit il ne veut pas le recevoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Parce que je me suis dit... C'est clair, j'ai dit, c'est pourquoi j'ai parlé de situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle. Ça, c'est la réponse exceptionnelle d'une situation exceptionnelle. C'est pourquoi les gens vont directement au sommet de la pyramide pour aller se plaindre, parce que l'échelle de niveau ne fonctionne plus. Il n'y a plus ces étapes-là, parce que ça cessait de fonctionner justement à cause de ces cas-là. Normalement, quand il y a un problème, on ne va pas voir directement le ministre. Il y a des secrétaires généraux. Avant même les secrétaires généraux, il y a des chefs de bureau, il y a des directeurs. C'est toute cette machine qui ne fonctionne plus. Et en ne fonctionnant pas, on a créé une situation exceptionnelle. C'est pourquoi la réponse, c'est le vindicte populaire. Par exemple, à Kananga, la population le dit, la lampe que vous voyez est allumée seulement aujourd'hui.
Donc, nous n'avons pas de l'électricité. Donc, quelque part, ça dénote aussi que les gens ne font pas bien leur travail, que le chef doit sanctionner ou bien à chacun devant ses responsabilités. Ben, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Peut-être qu'ils ne font pas assez bien parce que si le chef de l'État est étonné de voir cet état de fait, donc ça veut dire que les gens qui étaient censés accomplir quelque chose, ils ne l'ont pas fait. Justement, de dire, on revient à la problématique de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour accomplir un travail. Mais est-ce que quand on a des alliances politiques, des ententes politiques, est-ce qu'on ne peut pas sanctionner les mauvais collaborateurs? Parce que la plupart des collaborateurs qui viennent travailler avec le chef ne viennent pas des procédures normales de gestion de ressources humaines où il y a une évaluation, on a déposé des candidatures, on a vu des compétences. Souvent, c'est par rapport à la disponibilité des accords politiques. Par exemple, il y a tel quota, tel quota. Vous pouvez prendre un juriste et l'envoyer, par exemple, à l'énergie, vous prenez tel, et ainsi de suite. Est-ce que tout ça, ça ne pose pas de problème? Non, je crois que le problème, quand vous parlez de quota, le quota, c'est quoi? C'est une quantité. C'est une quantité de personnes qu'on envoie par un regroupement, par un groupe, auprès du gouvernement central ou bien auprès de la présidence pour qu'on puisse les placer quelque part. Non, ça veut dire qu'on n'est pas lié aux gens, on est lié à un quota. Donc, si quelqu'un ne travaille pas bien, on lui demande de partir, on nous donne une personne qui sera capable de travailler. Et ça va permettre justement aux gens qui ne savent pas travailler, qui ne veulent pas travailler, de ne pas se retrouver dans des échelons de commandement qui bloquent le développement du pays. C'est ça le problème. Il faut, même s'il y a des quotas, il y a des quotas à respecter, mais dans ces quotas, il faut qu'il y ait la compétence. Si la personne vient, on trouve que la personne n'est pas compétente, on va demander au chef du regroupement, on dit, vous nous avez envoyé un médiocre, envoyez-nous un excellent. Maintenant, par quoi il va évaluer cet excellent aussi? Parce que c'est ça le problème. Mais l'évaluation... Et s'il n'y a que ces personnes-là dans ce quota, on fait comment? Ils vont s'organiser, ils vont trouver d'autres personnes. Ils savent comment faire, c'est des politiques qui savent. Ils vont trouver. Si on dit qu'on ne veut pas de tel monsieur parce qu'il ne travaille pas bien, on ne veut pas de telle dame parce qu'elle ne travaille pas bien, on vous dit, on vous les renvoie, renvoyez-nous d'autres personnes, sinon vous perdez ce poste. Mais le collaborateur ou le partenaire politique ne se sentira pas frustré. Tu ne veux pas de ma tante, tu ne veux pas de ma nièce, mais tu ne veux pas de ceci, justement, pour qu'on arrive à cette situation, je vous ai dit, d'exceptionnelle, cette situation particulière, pour qu'on en arrive là, on est passé par tout ce chemin. Est-ce qu'on veut que la situation reste comme ça? Parce que le président de la République n'a pas à aller suivre, hein, c'est pas son travail d'aller suivre, oui, on avait donné 100 000 $ pour réparer cette route, ça n'a pas été réparé. Il doit gérer le monde. Il doit gérer les relations de la RDC avec le reste du monde. Il doit gérer le monde politique. Il doit gérer toutes les... Sans compter président en exercice de l'Union africaine. Président en exercice de l'Union africaine. Conflit en Éthiopie. Conflit en Éthiopie, partout. Il doit tout gérer. La guerre à l'est de la RDC. Il doit aussi gérer sa propre famille. C'est un père de famille. Il a une femme, il a des enfants, il a des frères, il a des sœurs, il a une maman. Il doit gérer tout ça. Ne venez pas lui donner, lui apporter des petites choses comme ça. On l'a vu dans un conseil d'administration assisté de la SECAMIN, où il a pris part pour prendre des décisions. Depuis qu'elle n'existe pas de syndicats formés, les salaires, ainsi de suite. Est-ce que le président peut se rabaisser est-ce qu'on peut forcer le président à se rabaisser jusqu'à ce niveau-là? Ou bien il doit maintenant frapper un coup de poing sur la table pour dire ça suffit, je vous ai beaucoup entendu cette fois-ci. Je crois qu'on ne peut pas forcer le président à les faire, accomplir toutes ces tâches-là. Ça sera impossible parce qu'il n'y a pas que la SECAMIN, SECOMIN, hein? SECOMIN au Kasaï. Il n'y a pas que le SECOMIN. Oui. Il y a d'autres entreprises ailleurs dans les provinces. Donc partout où il y a les problèmes, par exemple chez Sinat, hein, dans le Congo central, ou bien ailleurs, partout, il faut que le président aille là-bas pour qu'il travaille lui-même. Non, je pense que c'est pas son travail. Son travail, c'est de donner les grandes lignes. Et les personnes qui sont en dessous, c'est leur travail de traduire sa pensée par
des réalisations par la concrétisation d'une vision. Comment changer les fusils de d'épaule cette année? Comment ne pas avoir les mêmes causes produisant les mêmes effets en 2022? Je ne sais pas comment on va le faire, mais il faut qu'il y ait une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation peut-être par ministère, par entité décentralisée, par service. Il faut qu'on évalue. Il y a aucune société, il n'y a aucune structure, une structure développée qui n'évalue pas son travail, qui ne fait pas de bilan. C'est le bilan qu'on fait à chaque fois. Si le bilan est négatif, il faut à un moment donné qu'on s'arrête, qu'on dise que ok, on va passer à autre chose. Par exemple, on prend le cas de l'IGF. Il faut que l'IGF soit étendu. Mais moi, j'aimerais encore mieux, plus encore, que l'IGF ne travaille pas seul, qu'on prenne une entité extérieure, une société d'audit. La Cour de compte aussi a pris la danse. Hein? Oui, par exemple, il y a l'IGF, il y a la Cour de compte, on leur adjoint un autre tel que KPMG, par exemple. KPMG, Deloitte, il y a aussi Price & Cooper, il y a toutes ces compagnies-là qui ne font que ça. Ils peuvent même auditer des gouvernements. Il faut les prendre. À chaque fois qu'on aura affaire à ces auditeurs-là, à ces compagnies d'audit, les gens, on leur enlèvera la possibilité de mal faire. C'est comme une polémique autour des 3 600 000 $ pour la construction des écoles dans le Kasaï qui pose problème. Les gens évaluent cette construction avec la somme. Quant à Kinshasa, par exemple, il y a des écoles qui ont été construites mais qui n'ont pas atteint ces niveaux-là. Donc c'est la raison pour laquelle l'audit doit faire son travail. Absolument. Je pense que d'ailleurs, dans un État, c'est ce que moi j'ai proposé, même pour le Congo central. J'ai dit pour le Congo central, on a besoin des institutions fortes. Et pour avoir des institutions fortes, il faut que la bonne gouvernance soit de mise. Et pour cette bonne gouvernance, il faut que le gouvernement, le Parlement et toutes les structures qui fonctionnent, les structures qui font fonctionner la province en termes d'entrée d'argent, en termes de recettes, soient auditées. Même sanctionner les partenaires politiques qui vous ont soutenu, permis d'avancer. Il faut avoir le courage de changer les choses. Sinon, nous léguons un cadeau empoisonné aux générations futures. Mais on parle de l'audit comme si c'était de l'acharnement politique. Quand on audite une autorité politique, un dignitaire politique, non, c'est de l'acharnement, on veut s'acharner sur lui. Justement, c'est pourquoi j'ai dit, pour rassurer tout le monde, à part l'IGF, à part la Cour de compte, on peut rajouter un œil extérieur qui vérifiera que ce qu'on dit sur telle personne est vrai. Comme ça, on ne va pas condamner les gens pour des raisons politiques, mais on va les condamner pour des raisons, par exemple, économiques. Quand ils ont commis un crime, ils ont commis une faute, ils ont fait une erreur, ils ont commis un crime économique, là, on les prend, on les sanctionne. Que ça ne soit pas un instrument politique pour sanctionner des gens, mais par contre, que ça soit... Papa, on prend déjà la dernière ligne droite. Notre constitution, nous l'avons fait même dans le débat passé, dans notre constitution, on reconnaît que c'est le gouvernement qui gère au quotidien. À peu près 6 à 7 mois pour le gouvernement Sama Lukonde, si je me trompe, 8 à 6 mois déjà. Mais ma question est celle-ci. Lorsqu'on pointe du doigt le chef de l'État à tout moment, le ministre de l'économie nous avait promis du poisson qu'on devait acheter de la Namibie, tel ministre devait faire ceci ou cela. Ma question est celle-ci. Comment évaluez-vous la performance du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde sans parti pris, en attendant tous les déshydratats qui sont tournés vers le chef de l'État? La proposition que vous faites, le gouvernement Sama Lukonde doit renforcer sa capacité managériale ou, par exemple, nous devons solliciter, par exemple, un remaniement, prendre ceux qui ne sont pas performants, les remplacer par d'autres personnes, au pire des cas. Donc on revient à une grille de performance. Et c'est cette grille de performance que j'ai dit tout à l'heure qui doit être établie pour qu'on puisse évaluer le rendement
de chaque personne, de chaque animateur de la chose publique. Donc, s'il y a cette grille-là, on pourrait évaluer pour que ça ne soit pas politique, pour que ça ne soit pas, que ça soit pas des règlements de compte. On a besoin que ça soit quelque chose d'honnête, de bien fait. On a besoin des grilles d'évaluation. Ce n'est que nécessaire. Aujourd'hui, par rapport au gouvernement de Sama Lukonde, personnellement, j'ai parfois l'impression qu'ils ont un gros problème de communication. C'est ça le défaut, c'est ça le talon d'Achille. Ils ont un gros problème de communication, c'est ce qui leur amène tous ces problèmes-là. L'effet d'annonce, c'est bien. Mais l'effet d'annonce à long terme, ça passe. Mais à court terme, c'est toujours plus compliqué à gérer. Quand vous dites que dans 2 mois, on aura tel produit sur place, on aura tel, tout ça, il faut être sûr, il faut être vraiment sûr, avoir bien étudié la chose, avoir bien évalué tous les aléas qui peuvent subvenir, et là, vous pouvez annoncer, parce que vous avez bien. Là, ce sont des petites erreurs, c'est des petites erreurs de communication, d'évaluation qui vont faire, mais le monde est pavé de bonnes intentions. Maintenant, est-ce qu'il faut remanier le gouvernement? Ça, c'est à lui, l'animateur principal du gouvernement, de voir si c'est important, c'est nécessaire pour relancer la machine, de changer les personnes qui composent. Parce que si on a beau changer les personnes qui composent, si le système n'est pas changé, donc le système reste le même. Si le système reste le même, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aura toujours les mêmes réponses. L'état de siège continue toujours à l'est de la République démocratique du Congo. Vous l'avez souvent dit, vous priez souvent pour nos mamans, nos papas, nos frères et sœurs, nos enfants à l'est de la République démocratique du Congo. Quels sont vos vœux ou vos propositions pour cette année par rapport à ce conflit? Comment trouver le bout du tunnel? Nous devons toujours rester dans la confrontation armée parce qu'aujourd'hui, vous l'avez su, au mois de décembre, je pense à la veille de Noël, il y a eu un attentat à Bunia, nous l'avons suivi. Donc, des terroristes se sont fait exploser avec leurs engins. Quelles sont les propositions à faire pour endiguer cette situation? Est-ce que la population doit plus communiquer? Nous devons plus aller dans les négociations avec les pays frontaliers à l'est du pays? Nous devons toujours continuer à prier. Qu'est-ce que nous devons faire pour que cette situation prenne fin? Parce que ce sont nos frères et sœurs qui souffrent de ce côté du pays. Je pense, à mon humble avis, que c'est vraiment c'est un ensemble. On doit se battre sur plusieurs fronts. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas demander au président, il ne faut pas que le président s'occupe de la lumière à Kananga, à l'électricité à Kananga, parce qu'il y a d'autres, il y a des enjeux qui sont plus importants. Il a même dit ça dans leur discours. Si je ne venais pas ici, c'est surtout pour ce problème qu'il y a là, parce que je devais m'occuper aussi de ça. Exact, justement, c'est ça. Il doit être conscient, parce que c'est un gros problème. C'est une épine dans notre pied. Et on doit tout faire pour régler ce problème. Donc c'est pourquoi je dis, on ne peut pas le surcharger avec des petits problèmes comme ça. Il faut que les gens qui sont là puissent être le bras. Il faut dire que le président doit avoir le bras long. Et le prolongement de son bras, ce n'est pas lui. C'est ceux qui exécutent sa vision pour amener ça jusqu'à la base. C'est ça, avoir le bras long. Maintenant, pour ceux qui à l'Est, je dis, c'est une combinaison. C'est une combinaison de plusieurs efforts qu'on doit faire. C'est plusieurs fronts qu'on doit gagner. Que ce soit le front de la diplomatie, le front de la communication, parce que la communication, c'est très important. Le lobbying qu'on va faire autour de cette guerre-là, parce que la situation n'est pas normale, ce n'est pas une guerre normale. Voilà. C'est une guerre asymétrique, comme on dit. Ce n'est pas une guerre normale. Donc, on doit voir comment est-ce qu'on peut communiquer, bien communiquer, pour que nous puissions stabiliser la situation là-bas. Et à part ça aussi, comme on dit, la dissuasion. La dissuasion doit exister. Nos armées, notre armée, avant, pourquoi on n'attaquait pas la RDC avant? Donc la RDC doit atteindre un niveau de dissuasion. Donc investir dans les avions de combat, dans des bombes. Mais c'est important, on doit se protéger. C'est comme si tu achètes une belle maison, tu as une très belle maison, tu laisses les portes ouvertes.
et en te disant que personne ne va entrer. Non, tu dois mettre des grilles, tu dois mettre la protection qu'il faut. Mais on accuse par exemple le chef de l'État de permettre l'entrée des policiers rwandais, des armées rwandaises, ougandaises. Or, c'est dans la collaboration, comme ils ont dit, pour poursuivre certains terroristes qui sont dans la frontière. Les renseignements s'échangent d'informations. Mais les détracteurs du chef de l'État disent que c'est un aveu de faiblesse. Non, c'est ce que je dis. Je dis aussi, qu'il faut communiquer. Il faut parler, il faut expliquer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut faire une caravane d'explications qui va se charger, que ce soit les journalistes, qui vont aller sur place, voir, tâter des doigts des réalités et transmettre la bonne information. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a besoin de communication et la communication doit fonctionner. Et si la communication fonctionne bien, il y a beaucoup de petits malentendus qu'on peut arranger. Je pense que c'est possible. Papa, nous allons terminer avec la dépravation de mœurs. Je ne sais pas si vous avez circulé à Kinshasa. Bon, nous prenons la fin déjà de nos échanges, mais nous faisons face à une population, une jeunesse, danse obscène, cris obscènes, dans des collations, les danses qui sont en train d'être exécutées dans une collation. Vous vous posez la question, vous êtes dans quelle planète? Ce respect de la femme, du corps de la femme. Et aujourd'hui, nous avons TikTok, pour ceux qui vont faire des tours sur des réseaux sociaux. Nous nous posons des questions, que ce soit qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient non intellectuels, qu'ils soient femmes ou hommes. Où vont les mœurs, où vont les mœurs de l'homme congolais, de la femme congolaise? L'UNESCO vient de reconnaître la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, de l'humanité, mais on ne danse plus la rumba. Où va notre société? Quel est le travail qu'on doit le faire? Ce respect-là. Les jeunes qui ne doivent pas prendre de l'alcool dans des débuts de boisson en train de boire pour que c'est bonne année, sans tenir compte de la distanciation sociale. Un voisin qui peut vous mettre de la musique à outrance sans tenir compte s'il a des voisins où il y a des malades, de ceux qui souffrent de la tension. Mais papa, les bonnes valeurs, les mœurs, comment faire pour retrouver cela? Je pense que c'est l'éducation. Remettre l'éducation au centre du développement, parce qu'avec l'éducation, on va toucher la culture, on va toucher nos mœurs, on va réapprendre aux gens de revenir aux bonnes valeurs. Et c'est l'instrument par excellence, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est les référents. C'est qui nos références? En français, on dit « dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai c'est quoi ta nature. Donc si on dit ça, c'est pas pour rien. C'est parce que on se dit qu'avec les références, avec les référents, on peut déjà décrire un état d'esprit. Aujourd'hui, les enfants de la rue, on ne sait même pas à combien ils sont, mais il y en a partout. Même dans des endroits où on ne pensait pas qu'on pourrait trouver ces enfants en masse, mais aujourd'hui, il y en a partout. Et ces enfants de la rue-là sont éduqués par qui? Par la rue. Et c'est quoi leur référence? C'est leurs congénères, qui n'ont pas d'éducation. Et c'est le futur de ce pays. Alors ne vous étonnez pas de retrouver mais nos enfants dans les universités, dans les écoles, les danses obscènes, vous avez vu une école être fermée carrément parce qu'il y avait des danses obscènes lors de la fin des épreuves des examens d'État, vous l'avez suivi. Nous avons suivi dans les réseaux sociaux des universitaires diplômés, collés, licenciés, gradués, en train de danser des danses obscènes. Nous avons vu même le langage de l'homme intellectuel, que ce soit du député, ministre, que ce soit, ils parlent tous en lingala, comme si c'était des hommes de la... Mais justement, comment c'est l'éducation. Nous sommes dans Bokelengi, ainsi de suite. Comment faire? C'est l'éducation. L'éducation, on doit éduquer nos masses, c'est important. Et les ministres, pourquoi j'ai parlé de Chegué? Parce que je dis, demain vous serez étonné de retrouver un Chegué ministre, parce qu'il aurait su parler à ses amis. Mais on dit tout est grâce, non?
Mais non, attention. Tout est grâce. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est comme ça qu'il se défend. Si Dieu fait grâce, la première des grâces qu'il doit faire, c'est de transformer la personne, en faire quelqu'un de bien. Alors, quand on n'a pas s'il le transforme en quelqu'un de bien, ça va. Mais si la personne prend ses valeurs, emmène ça, parce que nous avons, je m'excuse, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui sont des coulounes en costume, qui n'ont aucune valeur. C'est ça le problème. Ils n'ont aucune valeur, ils sont ministres, vous allez me dire, par la grâce. Oui, par la grâce, mais... La grâce de Dieu. Mais la construction. On dit la part de l'homme et la part de Dieu. Notre part à nous, c'est d'avoir la bonne éducation, la bonne culture. La part de Dieu, c'est de nous. Un voisin qui vous met la musique, vous n'avez même pas le droit d'aller lui dire de baisser le son. Et là, vous avez parlé de la grâce de Dieu parce qu'il a acheté un système de son qui peut produire la musique à outrance. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais comment on ne sait plus vivre entre nous dans nos quartiers? Donc, quand vous avez un peu d'argent, vous devez déménager pour venir à Gombe, ainsi de suite. Oh, mais à Gombe aussi, il y a des chégués. Maintenant, je dis, il n'y a plus un endroit où il n'y a pas de chèques, même à Gombe, il y a des chèques. Au moins, vous n'avez pas des nuisances sonores. Il y en a quand même. Il y a aussi de la nuisance sonore, hein, ça dépend. Donc aujourd'hui, c'est un état, on doit faire des états généraux, hein, des états généraux de l'éducation pour recentrer, pour montrer. Il faut qu'on ait des références. Il faut que nous ayons des points, des personnes. Qui doit le faire? Ben, c'est le gouvernement, c'est l'État. Même aussi les ONG, les instituts d'accompagnement de la population, même les parents. À moins qu'on veut léguer, je dis bien, à moins qu'on veut léguer un pays qui sera éternellement pauvre, là où on souffrira tout le temps. Si on veut léguer quelque chose de bien pour le futur de nos enfants, il faut que cette conscience-là commence à revenir. Il faut qu'on regarde que certaines choses, ce n'est pas compliqué de savoir que quelque chose n'est pas bien. Parce que dans notre conscience, ça nous dit que c'est pas bon. Mais papa, nous sommes en train de terminer cette émission, mais ces Congolaises qui ont la capacité de changer des choses par rapport à leur positionnement, par rapport à leur dignité, par rapport à leur efficacité, ces parents, ces papas et ces mamans, ces grands frères et ces grandes sœurs qui peuvent s'impliquer, mais qui attendent tout. Ah, ce n'est pas de notre niveau, nous attendons l'État. Tous ces Congolais qui ont une parcelle de pouvoir, parce qu'ils sont entrepreneurs, ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de l'influence, qui ne s'impliquent pas, mais qui laissent la charge aux politiques. Est-ce qu'ils sont aussi comptables de ce qui arrive à la RDC? On est tous comptables de ce qui arrive à la RDC. C'est pourquoi j'ai dit, à part le gouvernement, il faut aussi dans les entités décentralisées. Ça commence à la maison. La première cellule de la RDC, c'est la famille. Ça commence en famille. Et la famille, justement, il faut qu'on apprenne aux générations futures le respect. Le respect des traditions, le respect de nos valeurs, le respect de notre environnement, de notre pays, de notre culture, de notre hymne national, de notre drapeau. Le respect des anciens, le respect de tous ceux qui représentent quelque chose de positif, de bien. C'est ça. Donc vous voulez dire déjà à partir de nos maisons, un enfant qui met une musique élevée, c'est déjà chez eux qu'on doit l'apprendre à baisser, à respecter. À baisser, à respecter. Là où s'arrête notre liberté, commence celui des autres. La liberté des autres. Donc, on leur apprendre déjà ces notions-là et leur apprendre aussi à vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est important. Parce que quelqu'un ne respecte que la personne qu'on connaît. Si on connaît la personne, on connaît ses problèmes, on connaît ses difficultés, on connaît tout, on partage un espace, on se dit « Ah non, je ne peux pas faire ça parce que ça serait peut-être lui faire du mal. » À ce moment-là, on va commencer peut-être à respecter nos libertés, nos zones de liberté. Papa, je ne pouvais pas terminer cette émission sans parler de la foi. Il y a certains... Que pensez-vous des pasteurs, des hommes de Dieu qui s'en prennent à des pratiques d'autres églises? Par exemple, la Noël, c'est une mauvaise chose. Par exemple, faire ceci est une... Est-ce que prêcher à vos fidèles vous donne le droit de pouvoir corriger d'autres confessions religieuses? Ou c'est un manque de respect ou de considération? Bon, ça peut être pris comme je dis, il s'agit d'un problème d'éducation et de respect.
ce qui se passe dans la société, justement, ce qui se passe dans nos sociétés, va toucher toutes les sphères. Hein. Par exemple, quelqu'un qui vous dit directement, je vais directement, les 25, la Noël des Kimbanguistes n'est pas une Noël, c'est démoniaque. Un pasteur qui l'a dit. Est-ce que c'est un manque de respect, manque de considération? C'est un manque de respect d'abord, et puis c'est juste... c'est faire montre d'une intelligence assez basse. Parce que on dit que la vraie intelligence, c'est chercher à comprendre. Hein? C'est chercher à comprendre, approcher, essayer de comprendre la philosophie, la pensée de l'autre, parce que on ne sait jamais, peut-être que la vérité peut sortir d'un endroit où tu ne crois pas. Il y a d'autres personnes qui sont déformées par leur formation. Ils ont été déformés par leur formation. Qui les a enseignés? C'est peut-être d'autres personnes, c'est peut-être d'autres entités extérieures. Et ils sont déformés par ça et qui ne trouvent plus, qui ne savent plus donner la valeur à ce que eux peuvent produire. Ça aussi, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pas une belle approche, c'est pas une bonne approche. Donc, il faut aussi respecter. Il faut respecter la foi des autres. Parce qu'il y a toute une communauté qui dépend de cela. Donc exactement. Et être capable de s'arrêter pour ne pas se dire que tous ceux qui sont de telle entité ou de telle église ou de telle pensée, tous sont des idiots. Non, non, pas du tout. Peut-être que c'est toi qui es l'idiot. Alors, pour ne pas généraliser, pour ne pas te couper, parce que c'est intelligent. La vraie intelligence, c'est d'apprendre. Pour ne pas arrêter d'apprendre, continuer à apprendre, apprenez aussi à écouter les autres. Je pense que c'est le début de... C'est déjà ça le début de quelque chose. Papa, c'est déjà la fin de notre programme. Si vous avez des vœux à présenter, parce que nous sommes encore dans la période des vœux, des souhaits. Oui, à tout le peuple congolais, évidemment, nous présentons nos vœux. Nous savons que nous avons traversé des moments assez difficiles avec la maladie qui nous a touchés un peu partout. Nous avons traversé des moments extrêmement difficiles. Nous savons que nous avons des problèmes pour se faire soigner, pour manger, des difficultés de vie, pour payer nos loyers, les salaires qui ne sortent pas et qui sont en retard. Nous savons que nous avons tous ces problèmes-là, mais je me dis que nous sommes capables de travailler, de nous mettre tous, de nous lever tel un seul peuple et de travailler pour essayer d'inverser, pour essayer d'inverser un peu toutes ces choses-là. Donc je souhaite mes meilleurs vœux pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour que 2022 soit meilleur que 2021, pour tout le peuple congolais, pour tous les chrétiens, pour tous les kimbanguistes, pour tous les musulmans, pour les orthodoxes, que ça soit, pour tout le monde, pour tous ceux qui croient en Dieu. On leur souhaite une bonne année, que le Seigneur nous aide, que les corps qui ont subi soient en bonne santé, se maintiennent en bonne santé, et nos esprits soient assez forts pour qu'on lutte contre l'adversité. Et à vous aussi, je souhaite mes meilleurs vœux. Merci et à beaucoup, tous ceux papa. qui nous entendent, et sans oublier aussi les peuples du Congo central, les Né-Congo, et ceux qui ont choisi la terre du Congo central comme leur seconde résidence. À toutes ces personnes-là, nous leur souhaitons une très bonne année 2022. Nous espérons que les choses se feront pour que nous puissions apporter notre aide, notre contribution à l'épanouissement de toute cette province et de la RDC en général. Merci beaucoup, papa. C'est moi qui vous remercie, papa. L'année 2021 n'a pas été une année de tout repos. Il y a eu de pleurs, il y a eu de joie, il y a eu des défis, il y a eu des difficultés. C'était à la fois une année éprouvante et une année remplie de ses charmes par rapport aux efforts consentis. Et nous voici en 2022, une nouvelle année, où les compteurs sont remis à zéro avec des objectifs à atteindre. Une année avec plus d'amour, plus de considération, une année qui va de l'avant. Merci de faire confiance à tous nos programmes. Merci de rester branchés à nos émissions, à nos projets.
Et nous remercions Papa Christophe Kisolokele, Toussimbana, qui donne de son temps malgré les responsabilités immenses qu'il a, parce que nous le disons sans flatterie, Papa a beaucoup d'occupations. Quand il nous donne un petit espace pour venir auprès de lui, c'est vraiment une bénédiction. Et à l'église kimbanguiste, nous présentons nos vœux le meilleur, et ainsi qu'à toutes les églises, mon église à moi aussi, Chapelle de Vainqueur, nous présentons nos vœux le meilleur. Et merci à toute notre équipe qui nous soutient. Merci à Benoît qui est derrière la régie. Merci aux chaînes partenaires qui nous diffusent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.